La vente en ligne, c'est un secteur incroyablement compétitif. Il y a littéralement 26 millions de boutiques en ligne qui vendent toutes à peu près les mêmes produits. Tous les jours, des milliers de nouveaux sites qui apparaissent et il suffit de quelques secondes aux consommateurs pour passer d'un site à un autre. On n'est pas loin de l'idéal théorique de concurrence pure et parfaite. Vous vous en rappelez peut-être, c'était le rêve de tous les profs d'économie au lycée. Pourtant, dans cette jungle de compétiteurs, il y a une entreprise qui est en train de dévorer toutes les autres. Les 26 millions de boutiques qu'on évoquait se partagent aujourd'hui 50% du marché américain des ventes en ligne. Amazon, seul, se partage les 50% restants. En plus de ça, les parts de marché du géant augmentent d'année en année, à tel point qu'au rythme actuel, Amazon pourrait être en situation de quasi-monopole d'ici 10 ans. Et la question qui se pose, c'est pourquoi Amazon domine à ce point ses concurrents? Pourquoi Amazon est le leader incontesté du marché et pas eBay, Carrefour Discount ou n'importe quelle autre entreprise de e-commerce? C'est quoi le secret qui a permis à l'entreprise d'avoir un tel succès? En fait, à l'origine, Amazon n'a qu'un seul avantage comparatif, une personne, peut-être le meilleur entrepreneur du monde. Jeffrey Bezos, Jeffrey Bezos, Jeffrey Bezos. La vie de Jeff commence dans une situation complexe. Sa mère tombe enceinte à 16 ans, accouche à 17 dans le sud des États-Unis, ce qui est jamais une situation facile et encore plus à l'époque peut-être. Pire encore, son père Ted Jorgensen est vice-président de la fédération de hockey sur monocycle américaine. Et oui, c'est un vrai sport qui existe. Et il travaille dans un cirque à mi-temps en tant que monocycliste professionnel. Ce qui n'est pas un métier top pour payer les factures. Mais en plus de ça, monsieur Jorgensen va abandonner sa famille, étant visiblement un père assez inapte. Et donc Jackie, la mère de Jeff, se retrouve toute seule à 17 ans à devoir subvenir à ses besoins et à ceux de son petit garçon. Elle va donc se débrouiller courageusement dans cette situation en prenant un job de secrétaire la journée et en prenant des cours du soir, des cours dans lesquels elle prend Jeff avec elle parce qu'elle peut pas faire autrement, elle a pas de manière de garder. Et c'est à ce moment-là que la chance va sourire à Jackie puisqu'elle va rencontrer Miguel Bezos, un immigré cubain arrivé à 16 ans aux États-Unis, faisant comme elle à l'époque des cours du soir à l'université et qui va tomber amoureux de Jackie, l'épouser et adopter le petit Jeffrey. Miguel est un petit peu le héros de l'histoire, c'est un homme très sympathique qui va élever Jeff comme son fils et avec visiblement beaucoup d'amour, ils sont encore fusionnels aujourd'hui. En plus de ça, il va obtenir un diplôme d'université alors qu'il ne parlait pas anglais jusqu'à 16 ans et il va décrocher un poste d'ingénieur dans une entreprise pétrolière, ce qui va donner à la petite famille de Jeff un cadre de vie assez stable et harmonieux. Et donc finalement, Jeff aura une enfance assez heureuse avec un frère et une sœur qui vont arriver et avec des parents qu'il adore, avec lesquels il s'entend d'ailleurs encore aujourd'hui très très bien. Cette histoire va avoir un impact très direct sur Jeff, c'est qu'il va passer du nom Jeffrey Jorgensen au nom Jeffrey Bezos, ce qui lui donne d'un coup un air un peu plus estival, un peu plus sympathique que Jeffrey Jorgensen, qui fait quand même assez dur. Donc Jeff va grandir d'abord à Albuquerque puis au Texas, et on peut résumer toute sa scolarité et tout son début de carrière en un mot: brillant. À l'école, il est premier de la classe. À l'université, il est très très bon. Il commence une carrière dans la finance. Et qu'est-ce qui se passe? Il est excellent. Il intègre un très grand fonds d'investissement. Et il devient le plus jeune VP de l'histoire du fonds. Enfin bref, c'est succès sur succès. Et il arrive à 30 ans, fraîchement marié, avec une carrière brillante devant et derrière lui. Sauf que cette stabilité, ce chemin tout tracé, ça l'angoisse, ça l'ennuie. Il a besoin de challenge. Il a envie de prendre des risques, de repartir sur un nouveau projet ambitieux. C'est un petit peu un jokerise avant l'heure. Il a envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Sauf qu'à l'époque, League of Legends n'existe pas. Wow. Ah, c'est big. C'est big. Lui, il a perdu une wave. Donc il va plutôt, impressionné par la croissance qu'avait Internet à l'époque, lancer une entreprise, en l'occurrence un site qui vend des livres sur Internet, Amazon. Alors, on pourrait croire à la base que l'idée est formidable, que c'est une idée de génie de faire un site qui vend des livres. En fait, l'idée est assez classique, elle est assez normale, dans le sens où déjà c'est pas le premier à l'avoir eu. À l'époque où il lance l'entreprise, il y a déjà d'autres sites similaires comme Bookstack, qui en 1994 a déjà 500 000 visiteurs mensuels, qui marche très bien et qui a exactement le même concept qu'Amazon. Et puis les livres, c'est un produit qui coûte pas très cher et qui pourtant est tout aussi compliqué à stocker, si ce n'est plus compliqué à stocker et à organiser. Donc c'est pas si facile que ça de dégager beaucoup de marge et d'être très rentable. Donc l'idée est bonne, elle est en tout cas au bon timing, mais elle est pas extraordinaire en comparaison notamment avec Google, qui était une idée assez formidable à l'époque. Donc Amazon va devoir se démarquer, et pour se démarquer, ils vont utiliser des stratégies tellement efficaces qu'aujourd'hui il n'y a pas une grosse startup qui se lance sans s'inspirer du modèle Amazon.
Toutes les entreprises ont pour but de faire le plus de profit possible. C'est la base, et d'autant plus les entreprises cotées en bourse, puisqu'elles doivent essayer de satisfaire les actionnaires. Toutes peut-être, mais pas Amazon. Ils vont prendre le problème à l'envers et essayer justement de faire le moins de profit possible. Au début de l'aventure d'Amazon, on était aux prémices de la bulle internet. Jeff pouvait donc facilement lever de l'argent et Amazon était largement déficitaire. Non seulement déficitaire, mais Jeff n'avait même au début pas de vrai plan pour atteindre la rentabilité et il le disait clairement aux actionnaires. Ce qui est très rare parce que la plupart des boîtes, pour rassurer, disent qu'ils vont être rentables très vite dans les prochains trimestres, mais Jeff finalement se fiche un peu des investisseurs. Il passera d'ailleurs progressivement dans sa carrière de moins en moins de temps à s'en occuper. À l'époque où il était encore CEO, il passait seulement 6 heures par an à s'en occuper vraiment, à avoir des rendez-vous avec quelques actionnaires importants, mais ça s'arrêtait là. Cependant, cette période pendant laquelle Amazon pouvait brûler du cash va devoir s'arrêter parce que la bulle internet explose et donc l'entreprise doit impérativement être rentable si elle veut tout simplement survivre. Donc elle va effectivement atteindre la rentabilité, mais on est et on restera en fait toujours au niveau du e-commerce sur une rentabilité légère, sur des marges qui sont quasiment à 0%, avec même régulièrement et encore aujourd'hui des années où la vente en ligne fait perdre de l'argent à Amazon. Sur par exemple le dernier trimestre 2023 qui était un très bon trimestre pour l'entreprise, la division internationale du e-commerce a fait perdre à l'entreprise 2,7 milliards de dollars. En fait, la gestion comptable de Jeff est faite parfaitement à la limite de la rentabilité nécessaire pour que l'entreprise ne fasse pas faillite tout simplement, mais jamais vraiment au-dessus. Et ça a un but très clair qui est de maximiser le chiffre d'affaires et la croissance de l'entreprise. Imaginez que vous devenez propriétaire et gérant d'un magasin dans une petite ville, un magasin qui vendrait par exemple des fruits et légumes, et un matin vous voyez arriver un commerçant qui vient s'installer juste à côté de vous et qui ouvre un magasin qui vend exactement les mêmes produits que vous. Vous vendez des carottes, il vend des carottes, vous vendez des choux-fleurs, il vend des choux-fleurs. Et ce que vous observez en regardant les prix auxquels il vend ses produits, c'est que le type ne prend aucune marge nette. Zéro, rien. Si vendre une carotte, ça lui coûte 1 €, il vendra la carotte 1 € et pas 1 centime de plus. Il ne fera aucun profit sur la vente, il sera juste à l'équilibre. Et vous, évidemment, comme n'importe quel commerçant, si une carotte vous coûte 1 € à vendre, et ben vous allez la vendre 1,10 €, 1,15 € pour avoir une petite marge pour pouvoir vous rémunérer et faire du profit. Sauf que le problème, si vous voulez conserver votre marge, c'est que les clients qui passent dans la rue, s'ils voient que vous vendez tous vos produits avec une marge et que votre voisin qui vend la même chose vend tous ses produits avec pas de marge, et bah progressivement ils vont tous aller chez le voisin et plus personne ira chez vous. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez comme solution ? En fait, vous n'avez aucune solution. Soit vous vous alignez sur les prix de votre concurrent et vous ne faites donc aucune marge, aucun profit, soit vous gardez votre marge mais vous allez forcément progressivement perdre des parts de marché au profit du concurrent. Eh bien, la première stratégie d'Amazon, c'est ça. Jeff comprend très vite qu'en fait, les boutiques en ligne, c'est comme plein de commerces dans une même rue et que donc, en fait, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des marges parce que si vous faites des marges, vous allez forcément perdre des parts de marché progressivement. Il va donc lui complètement accepter la situation et pendant que certains de ses concurrents vont essayer de chercher des méthodes pour faire du profit parce qu'ils n'ont pas envie de faire 30 ans de vente en ligne sans faire le moindre bénéfice, ça serait impensable pour eux. Lui, il va persévérer dans l'idée de faire quasiment aucun profit sur la vente en ligne pendant 30 ans, tout en faisant en plus des efforts pour diminuer un maximum les coûts. Et quand il diminue les coûts, à la place d'augmenter les prix ou de commencer à faire une marge, non, il va rebaisser le prix pour encore une fois mettre la pression sur les concurrents et gagner progressivement des parts de marché. À l'époque, un analyste financier qui ne comprenait pas la situation, qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que Amazon ne faisait pas le moindre dollar de bénéfice, dirait que l'entreprise fonctionne comme une association, mais au profit des consommateurs. Seulement, l'histoire donnera tort à cet analyste, puisque finalement, et notamment à partir de 2018, Amazon va commencer à générer des profits très significatifs. I'm sticking with Jeffrey. Jeffrey Preston Bezos. Quand on regarde les bilans financiers de l'entreprise, il est assez évident que ce qui rapporte vraiment de l'argent à Amazon, c'est tout sauf le e-commerce. Typiquement, si on prend l'année 2022, qui était plutôt une mauvaise année, la partie e-commerce Amérique du Nord perd 2 milliards de dollars, la partie e-commerce international, donc tout le reste, perd 7 milliards de dollars, et dans le même temps, Amazon Web Services fait 22 milliards de profits, ce qui correspond donc à plus de 100% des profits de la boîte, puisque le reste des segments perdent de l'argent. Amazon Web Services, c'est vraiment le coup de maître de l'entreprise, c'est un business avec une croissance extrêmement forte, des marges énormes, et c'est vraiment ce business qui a permis à Amazon de devenir nettement rentable à partir de 2018. Ce segment est aujourd'hui tellement important pour les profits de l'entreprise que beaucoup d'analystes financiers ne regardent quasiment que lui, et à chaque fois, au moment des résultats, que la partie e-commerce se porte bien ou pas, ce qui va vraiment déterminer si les résultats sont bons ou pas, c'est quasi exclusivement AWS. En tout cas, c'était le cas jusqu'à très récemment, puisque Amazon se diversifie en réalité bien au-delà de son service de cloud. Déjà, le deuxième plus important en termes de chiffre d'affaires derrière le e-commerce, c'est la partie assez liée au e-commerce
de vente pour compte d'autrui. Donc c'est quand des entreprises vendent via Amazon des produits sur la plateforme, et Amazon dans ce cas-là a plus le rôle de marketplace, de marché, que de vendeur directement, et s'occupe aussi souvent de la logistique, donc pour le compte de leurs clients vendeurs. C'est un business qui représente 23% du chiffre d'affaires et qui grossit à une cadence de 21% annuelle. Donc c'est beaucoup plus rapide que le e-commerce qui représente lui 43% du chiffre d'affaires mais qui grossit à une cadence de 5% annuellement aujourd'hui. Ensuite donc il y a AWS qui fait 15% du revenu mais qui grossit à une cadence de plutôt 30% par an. Donc c'est très significatif, et puis comme on l'a dit, les marges sont très importantes. Le petit nouveau qui vient d'arriver et qui grossit encore plus vite que AWS, c'est la partie publicité d'Amazon. Donc ça représente aujourd'hui autour de 10% du revenu, mais ça a une croissance de 38% par an. C'est énorme, et ce business de pub est quand même très important. Et déjà parce que la marge, comme c'est de la pub, c'est la même marge que vont avoir Google ou Meta, donc c'est des marges nettes très significatives. Et puis en termes de taille, ça a été lancé il y a moins de 10 ans et c'est déjà le 3e plus gros business de publicité au monde. Ce qui montre bien la force de frappe d'Amazon et sa capacité à lancer des projets rentables et qui scale, qui grossissent très rapidement. La partie publicité est un segment qui vole pas la vedette à AWS mais qui rajoute un peu de bien à chaque fois au résultat d'Amazon. Donc c'est quelque chose d'intéressant à surveiller, même si le potentiel est assez connu parce que voilà, c'est un service qui ne va pas tellement dépasser les frontières des sites détenus par Amazon. Donc voilà, le potentiel de croissance n'est pas infini, mais ça met clairement du beurre dans les épinards. Et puis on va pas pouvoir tout lister parce qu'Amazon aujourd'hui c'est des dizaines et des dizaines d'entreprises, mais vous avez aussi l'aspect Prime, l'aspect abonnement, qui en soi est pas forcément très rentable et qui représente pas une grosse part du revenu de l'entreprise, mais qui permet de convertir les clients d'un business à un autre, d'un site à un autre. Ce qui est assez fourbe quand vous regardez encore une fois les résultats financiers d'Amazon, c'est qu'ils considèrent la partie AWS donc comme un tout, c'est logique, mais ils considèrent également la partie e-commerce comme un tout, sauf que pour eux, e-commerce, ça veut dire tout ce qui n'est pas AWS. Donc la partie publicité et la partie vente de tiers sont inclus comptablement dans la partie e-commerce en général, ce qui rend les stratégies de prix d'Amazon encore plus fourbes, parce que ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils prennent de l'argent qui leur vient de la pub pour le remettre, pour le réinvestir dans le e-commerce, pour encore et toujours gagner des parts de marché. Et pour reprendre la comparaison du vendeur qu'on avait fait précédemment, c'est comme si le mec qui s'installait à côté de vous avait de l'autre côté un garage qui marchait hyper bien, hyper rentable, et qui prenait tous les profits générés par le garage pour le réinvestir en travaux et en décoration dans son magasin. Eh bien ça rend la compétition avec ce monsieur quasiment impossible, et c'est clairement ce qu'est en train de faire Amazon. Normalement faire du commerce à perte, plus ou moins illégal, enfin ça dépend des législations, mais normalement c'est pas légal, mais si vous mettez tout sous un ensemble et que vous faites des pertes un peu légères, notamment liées à des investissements, ça va, et c'est ce que fait Amazon. Encore une fois, il minimise vraiment les profits faits par le e-commerce pour assécher le plus possible la concurrence, une stratégie qui dure depuis 30 ans, mais qui pourrait bientôt arriver à son terme. Le monsieur qui a ouvert un magasin à côté de vous et qui pendant 30 ans n'a pris aucune marge sur aucun des produits qu'il vendait, qui en plus de ça investissait les profits générés par ces autres entreprises dans son magasin pour le rendre plus compétitif, plus efficace, plus rapide, améliorer le service et le décor. Et bien au bout d'un moment, ce monsieur, après avoir provoqué la fermeture de tous les magasins qui étaient dans la rue, il va se retrouver tout seul. Il va se retrouver seul avec un immense magasin hyper optimisé dans une rue qui pourtant est toujours aussi passante et a toujours autant de clients. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Eh bien il va enfin pouvoir faire ce qu'il n'avait pas fait pendant 30 ans, à savoir prendre des marges, augmenter ses prix. Tout d'abord parce qu'il a de moins en moins de concurrents sérieux, et puis en plus son magasin est devenu tellement performant, tellement optimisé sur les coûts et sur la production, que même si par hasard un petit concurrent arrivait et qui vendait délibérément à perte, il pourrait même pas vraiment le concurrencer. Voilà le plan de Jeff Bezos, un plan qui devrait mettre autour de 40 ou 50 ans à être exécuté, mais qui, quand il arrivera à échéance, deviendra une machine à cash absolument phénoménale. Le scénario que je vous ai conté plus tôt peut paraître assez idéaliste, mais dans les faits, il est pas très loin du consensus des marchés financiers actuellement. J'ai dit en introduction que Jeff était peut-être le meilleur entrepreneur du monde, alors c'est très subjectif, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un des entrepreneurs préférés des marchés financiers. Lui et son entreprise bénéficient d'une confiance auprès des marchés financiers qui est quasiment inégalée, et ça se ressent forcément dans la valorisation de l'entreprise, puisque Amazon se paye historiquement entre 3 et 10 fois plus cher qu'une entreprise normale sur le marché, avec un PER entre
entre 50 et 150 en gros. Les analystes financiers justifieront cette valorisation en disant que les revenus nets, ça ne permet pas de bien illustrer les revenus et le cash que peut générer Amazon, ce qui est partiellement vrai, mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'il y a plein d'entreprises qui sont un peu dans ce cas-là, et pour lesquelles le revenu net est pas une métrique très avantageuse, et qui pourtant sont valorisées comme ça. Amazon est l'une des très rares entreprises, quasiment la seule, qui a le droit à ce traitement de faveur. L'entreprise est donc, au vu des règles comptables un peu basiques des marchés financiers, valorisée comme une bulle depuis un certain temps, mais le fait est que l'entreprise déçoit tellement peu, est tellement performante, a tellement ce plan très clair qui progresse d'année en année sans être interrompu ou gêné par quoi que ce soit, qu'en fait non seulement la bulle n'explose pas, mais en plus elle grossit, elle se renforce quasiment, jusqu'au moment où on va potentiellement arriver au fameux scénario où l'entreprise va pouvoir augmenter ses marges de 6-7% à peut-être 15 ou 20%, et à ce moment-là, l'entreprise va revenir sur un niveau de valorisation plus comparable avec d'autres entreprises qu'on connaît. Donc Amazon est un pari, un investissement très intéressant sur le long terme, un peu risqué parce que la valorisation est quand même assez généreuse et que du fait de la marge assez faible d'Amazon, quand il y a des crises économiques, eh bien l'entreprise peut avoir tendance à perdre de l'argent, qu'on a vu sur certaines divisions en 2022, mais l'avenir reste radieux pour l'entreprise, et par rapport à ces niveaux de valorisation historiques qui, comme on l'a dit, sont très élevés, bah paradoxalement aujourd'hui elle est pas si chère que ça quand on prend ce ratio EBITDA par rapport à sa valorisation, donc c'est peut-être un investissement intéressant. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de l'action Amazon. À la prochaine fois, bye bye. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff.